Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez bien et puis surtout je vous souhaite une belle et heureuse et puis les meilleurs vœux 2026 hein, bien évidemment. Surtout que je pense que on en aura tous besoin parce que 2026 quand même ça s'annonce chaud, hein, il faut le faire sur tous les plans, soit géopolitique, politique, monétaire, économique. Enfin on le sent c'est clair. Donc pas de spoiler hein, là-dessus. De toute façon on a vu que la continuité de 2025 c'était vraiment, assez étonnant et surtout au niveau crypto, hein. Au niveau crypto, on a vu, ça a été le massacre de la fin d'année 2025, alors que la majorité du consensus était qu'au contraire, on allait atteindre un Q4 2025 exceptionnel sur la crypto-monnaie. Bon, on a vu, ça n'a pas du tout été le cas. On va voir maintenant 2026, eh bien, vous savez, moi je reste là fidèle au poste pour vous balancer les actualités là toutes les semaines et vous donner également mon analyse, mon opinion, hein. Clairement, j'ai pas changé la motivation, c'est sûr, en tant que passionné, on se comprend. Et puis voilà, donc là, je reprends hein, la première vidéo de 2026 et cette vidéo sera vraiment basée sur, comme d'habitude, hein, le format habituel avec les ETF Bitcoin. Je fais le point là-dessus, les actualités sur le Bitcoin en général, mais également les projets crypto. Donc là, j'ai encore abordé VeChain, Ondo Finance, XRP. Enfin, vous connaissez les projets classiques hein, que j'aborde. J'aimerais bien en aborder plus, mais j'ai pas le temps. Vous avez compris, parce que j'ai le boulot à côté, j'ai d'autres projets. Bon, ça a été chaud de tout emboîter. Voilà, donc j'essaye. Maintenant, c'est pour ça que je fais la vidéo le vendredi, vous avez compris. Parce que c'est compliqué maintenant de le faire le dimanche. Donc voilà, j'essaye de faire le vendredi soir. Si j'espère que ça vous dérange pas. Voilà, au pire, vous regardez la vidéo un petit peu plus tard. Je suis désolé, mais j'ai pas trop le choix. Et donc, dans cette vidéo, là, aujourd'hui, je vais également aborder tout ce qui est les actualités crypto plus générales, hein, comme d'habitude, et surtout parler et mettre le point sur l'accent sur l'or et l'argent qui continuent vraiment de battre des records. Et vraiment, ça commence à inquiéter à ce niveau-là, parce qu'ils sont en train de pricer quelque chose, l'or et l'argent. Bon, nous en parler également en fin de vidéo, il n'y a pas de souci. Allez, donc si vous êtes chaud, bah écoutez, les amis, n'hésitez pas à mettre un like pour soutenir la vidéo, à vous abonner à la chaîne pour soutenir la chaîne également. Et puis sinon, bah écoutez, c'est parti, on y va. Je commence avec le rapport de Farsight Investor sur les ETF Bitcoin Spot notamment et regardez, donc là cette semaine c'est très mitigé puisque regardez on a eu du 2 janvier, 5 janvier, on a eu des beaux scores hein, avec les ETF Bitcoin Spot qui ont eu des capitaux entrants de quasiment plus de 1 milliard de dollars sur 2 jours, donc des records, hein, clairement des records, mais on a tout perdu quasiment entre le 6, 7 et 8 janvier, donc vraiment c'est dommage. Alors on est encore en positif, il me semble, par rapport aux capitaux injectés, mais on est vraiment sur des semaines qui s'annulent. C'est vrai que c'est fou en ce moment. On voit il y a des capitaux qui sont plutôt volatiles. Voilà, je dirais que c'est une période très pernicieuse, hein, puisqu'on a vraiment une tendance quasiment qui s'annule sur le long terme, enfin sur le moyen terme plutôt, où on a des tendances avec des prix qui partent à la hausse puis à la baisse, et ça fait une période d'accumulation, vraiment un range spécifique, qui ça c'est désastreux pour le moral, on le sait, surtout des particuliers investisseurs. Donc ça, on l'a vu déjà en 2023-2024, on avait une période d'au moins un an où c'est rien passé sur le Bitcoin, vraiment, c'est chier. Ben là, c'est un petit peu, j'ai l'impression, ce qui est en train de se passer sur cette début d'année 2026 sur le Bitcoin, en tout cas sur le Bitcoin, et après, bon, on va voir par la suite hein, ce que ça donne, bien évidemment. Mais en tout cas, au niveau des ETF Bitcoin, les capitaux, on dirait que voilà, il n'y a pas de. Ça se stabilise réellement à un niveau palier. Bon. Et donc, on va voir ce que ça donne, mais on est quand même toujours à un beau 56,6 milliards de dollars injectés au total sur les ETF Bitcoin Spot. Donc, c'est quand même une énormité toujours. Et on est très loin d'être dans la capitulation massive, par exemple, des institutionnels. Donc je continue avec cette fois les ETF Ethereum Spot, hein, regardez-moi ça, et là, c'est la même chose quasiment. On a eu, alors, un peu plus positif, parce qu'on a quand même des capitaux en majorité positifs, là, cette semaine sur les ETF Ethereum Spot, et on a un total de 12,54 milliards de dollars toujours injectés sur ce marché Ethereum. Donc là, on voit que pareil, Ethereum suit à peu près la tendance du Bitcoin, ça latéralise vraiment dans un range au niveau des ETF, même au niveau des prix. Hein, en ce moment, il se passe pas trop grand-chose là. Sur ce début d'année 2026, bon, enfin, la semaine dernière, ça a quand même pas mal bougé.
Mais au niveau du Bitcoin et d'Ethereum, pas trop, trop. Donc on va voir ce que ça donne, hein, pour ce début d'année. J'ai l'impression qu'il y a vraiment de la manipulation quand même sur le marché. Après Solana, alors Solana, il s'en fout. Solana, il trace sa route et puis il regarde pas sur les côtés ni en arrière. Et donc on voit que là, on est en train vraiment de pousser vers le 1 milliard, parce qu'on a 816 millions de dollars de capitaux injectés sur Solana. Donc Solana continue vraiment d'engranger vraiment une attraction institutionnelle et des capitaux également au passage. Donc c'est plutôt positif. Après, au niveau, voilà, on va commencer à attaquer les actualités sur Ethereum également et sur Bitcoin, parce que là, il y a vraiment, c'est intéressant, on dirait que tout est en train de se mettre, les institutionnels sont en train de s'intéresser de très près à Ethereum. Et donc, ça rappelle quoi? Le début d'une altcoin season, au final. Quand on a un basculement une rotation, soit de liquidité ou d'attention même, et surtout au niveau des institutionnels, vers d'autres actifs que le Bitcoin, généralement, c'est une altcoin season. Bon, donc on va voir ce que ça donne par la suite, mais en tout cas, je trouve très intéressant là qu'on va enchaîner les nouvelles sur Ethereum. Et là, j'ai un article de journalducoin.com, donc stablecoins, Ethereum bat un nouveau record historique avec 8000 milliards de dollars. Ethereum est en train de vraiment de capter l'attention en ce moment au niveau des métriques on-chain, hein, sur la part des institutionnels. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'il n'y a pas que ça, bien évidemment. Là, également, j'ai un article de cointribune.com. Les nouveaux détenteurs bondissent de 110% après Fusaka. Donc, Fusaka, je rappelle que c'est la mise à jour, la dernière mise à jour technique d'Ethereum. Et cette dernière mise à jour, je pense, est très, très intéressante parce que on est vraiment sur une suppression. Et je vous montrerai après, j'ai les propos de Vitalik Buterin, le fondateur d'Ethereum qui va vraiment dans ce sens-là. On est dans une modernisation totale de la blockchain Ethereum sur le point de vue technique. Donc je pense que Solana, là, pour le coup, devrait vraiment prendre de la graine de développeurs de Ethereum parce que Solana est toujours en panne, hein, de temps en temps. Enfin, c'est ça, sont pas. Mais Ethereum, eux, qui étaient vraiment Moyen-Âge au niveau technique, sont en train de révolutionner cet aspect-là des choses. Et ça, c'est le nerf de la guerre, surtout sur les smart contracts aujourd'hui, pour notamment aussi le RWA. Donc, c'est intéressant ce qui se passe sur Ethereum, et je le vois même au niveau des métriques que vous avez sur RWA.xyz. Il y a de plus en plus de capitaux qui sont captés au niveau RWA spécifiquement par le réseau Ethereum. Ce qui n'était pas le cas, je rappelle, il y a quelques mois. Donc là aussi, ça commence à devenir intéressant. Et puis, depuis cette mise à jour Fusaka, et donc on a vraiment un aspect technique révolutionnaire pour Ethereum avec les vitesses de frais de transaction, l'interopérabilité, enfin, il y a énormément de choses. Et donc, ben, ça attire forcément les investisseurs et les capitaux. Et donc, on a carrément, vous voyez, les nouveaux détenteurs qui bondissent de 110%. C'est quand même pas rien. Ça a doublé là, le nombre d'utilisateurs et de nouveaux détenteurs, pardon. Donc je continue avec cryptost.fr, Bitcoin, le futur de la finance selon le ministre des Finances du Luxembourg. Bon, Luxembourg, allez, on va dire, je vais pas critiquer, mais quasiment paradis fiscal, hein, bon, soyons réalistes, bon, voilà. Quand même, pour que le ministre, pas rien, de la finance d'un pays comme le Luxembourg attire les capitaux étrangers dans tous les sens, surtout au niveau européen, déclare que le Bitcoin c'est le futur de la finance, mais on croit halluciner. Enfin, on est dans quel monde là? On n'est plus il y a 5 ans en arrière quand le Bitcoin c'est vraiment pour les criminels. On est loin quand même. On a fait du chemin là. Si on regarde le sentier battu qu'on a traversé, surtout je pense à tous les guerriers donc de la finance, la crypto, voilà, si vous avez vécu des précédents cycles, bon, bah, je vous dis chapeau et que vous êtes toujours dans le circuit. Quand vous êtes fait massacrer émotionnellement, financièrement et tout le reste, je vous dis chapeau bas parce que vous voyez, on est passé quand même voilà, un bitcoin, c'est pour les criminels, aujourd'hui, c'est carrément l'adoubement, parce qu'on a un adoubement de la part des grosses institutions, mais aussi des plus grosses personnalités de la finance du monde traditionnel, et notamment donc, le ministre de la Finance du Luxembourg. Voilà. Donc, une initiative forcément inédite en Europe, soutenue par le ministre des Finances qui voit dans le Bitcoin un outil central de la transformation numérique des systèmes financiers. Et donc, pour cela, en fait, ils veulent investir 1% du fonds souverain du Luxembourg dans le Bitcoin. Donc, ça, c'est pas uniquement un propos, c'est qu'ils veulent en plus investir dans le Bitcoin. Donc, vous avez compris que quand vous voyez ce genre d'événement, ce genre de discours, de propos et de faits derrière suivi de faits,
Bon, vous avez compris qu'aujourd'hui, si on se pose la question si le bitcoin il valait à 50 000 $, 40 000 $, ce qui est tout à fait possible, hein. Moi, je pense que c'est possible que le bitcoin, sur le court terme, je le dis depuis un petit moment, quand même, puisse aller, je vous dis, faites attention d'ailleurs, à 50 000 corrigé de 50, voire plus, 50%, voire plus. Ça, vraiment, préparez-vous parce que le bitcoin est capable de tout aujourd'hui. Et si on a un consensus que là, au début de l'année 2026, le bitcoin doit repartir forcément parce qu'il a crashé en octobre, ben, on peut se poser la question que ce sera pas l'inverse encore une fois. Alors que si on dit à un consensus que c'est le bear market, que c'est la fin, bah, c'est à ce moment-là que le Bitcoin risque de nous surprendre et repartir et carrément de faire un ATH. Voilà, donc là, sur le court terme, je dis toujours, c'est impossible de prévoir la direction que va prendre le Bitcoin, si on va nous faire une explosion nucléaire vers le haut ou vers le bas. Mais quoi qu'il en soit, en tout cas, si vous dézoomez et que vous êtes capable de vous projeter sur du moyen long terme, c'est-à-dire plusieurs mois, plusieurs années, bon, bah, vous avez compris que l'avenir du Bitcoin, bon, bah, c'est l'avenir de la finance, en fait. Voilà, c'est pas moi qui le dis, c'est pas nous qui le disons, c'est carrément les pontes ministres des pays. Voilà. Donc il se passe quelque chose, et ça je ne peux pas m'empêcher de me dire, ce que je vous dis quand même plusieurs fois dans d'autres vidéos, c'est qu'on a le lien entre l'effondrement de l'écosystème monétaire qui est de plus en plus évident et encore plus dans le milieu de la finance traditionnelle. Ils sont tous en panique en fait là en ce moment, et ils se demandent comment ils peuvent faire, soit pour soutenir le dollar, l'euro ou toutes les monnaies shitcoin en fait qu'on connaît, soit pour sortir ou alors faire une backdoor pour que si le jour où ça s'effondre, il faut qu'ils aient une porte de sortie ou un matelas gonflable d'urgence. On a compris que l'apport de sortie, le matelas gonflable d'urgence, aujourd'hui, c'est le Bitcoin, clairement. Donc, vous voyez, donc c'est pour ça que ça devrait interpeller quand même. Et si vous êtes capable de dézoomer, de voir sur le long terme, bon, bah, le Bitcoin, c'est l'avenir. C'est l'avenir, clairement. Donc, je continue. Et effectivement, ça confirme quand même, parce que là, j'ai carrément la banque donc de 1,3 trillion de dollars d'actifs sous gestion, hein, Morgan Stanley, qui, ça y est, veut mettre en place donc un ETF Bitcoin Spot. Alors, je vous rappelle que la nouveauté par rapport à BlackRock, etc., c'est que BlackRock, Fidelity et tous les gestionnaires d'actifs, justement, qui ont déjà un ETF Bitcoin Spot, eh bien, leur particularité, c'est que c'est justement des gestionnaires d'actifs spécialisés dans les ETF. Là, on parle de Morgan Stanley, c'est pas un gestionnaire d'actifs, c'est une banque. Elle est là, la nouveauté, mais je ne sais pas si on se rend compte. Enfin, c'est-à-dire que les mêmes banques, Morgan Stanley surtout, qui déclaraient à travers leur PDG il y a quelques années que surtout le Bitcoin, il fallait fuir comme la peste, aujourd'hui, les mêmes banques viennent nous dire que ça y est, elles viennent en fait mettre en place des services liés au Bitcoin, avec des ETF, quoi, carrément. Ils se foutent de notre gueule quand même, hein. Ils sont bien foutus de notre gueule. Donc voilà, on en est. Donc je continue. Alors là, ce qui est intéressant maintenant au niveau de la TVL, alors vous savez que la TVL c'est un indicateur puissant, mais qui ne fait pas tout et bien sûr qui est à prendre avec des pincettes, hein, forcément, puisque c'est la total value locked dans l'écosystème de la blockchain citée. Donc vraiment là le Bitcoin, et on voit que là la TVL est en train de repartir vers le haut. Donc les capitaux quand même et la valeur bloquée dans Bitcoin est en train de repartir vers le haut. Donc là, on a un momentum quand même, je pense, en tout cas au niveau des fondamentaux, soit au niveau des ETF avec Morgan Stanley, mais aussi avec les gouvernements, notamment le Luxembourg, qui est en train d'investir dans le Bitcoin. On voit bien que l'intérêt, quand même, est toujours extrêmement puissant, extrêmement fort sur le Bitcoin. Voilà. Et je ne parle même pas d'Ethereum qui est en train de pulvériser absolument tous les compteurs. Parce que c'est pas fini, j'ai d'autres éléments, hein, bien sûr, pour vous étayer tout ça derrière, alors plutôt en fin de vidéo avec l'actualité crypto. Mais voilà, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose sur le Bitcoin et sur Ethereum. Donc, personnellement, je vous dis, là, j'ai moins d'éléments en termes techniques sur les indicateurs et tout pour vous le mettre par rapport à la semaine dernière ou il y a 2 semaines. Donc, seul point également semaine prochaine sur d'autres indicateurs. Je ne peux pas vous mettre toutes les semaines toujours les mêmes. Donc, je vais un peu étayer tout ça. Puis, une question de temps aussi, je suis désolé, mais je n'ai pas le temps forcément de tout faire à fond. Donc là, je fais au mieux. Mais en tout cas, moi, mon avis toujours aujourd'hui, c'est que, voilà, je répète, hein, alors j'ai pas la science infuse, hein, je rappelle, je suis pas conseiller financier ou autre,
je donne mon analyse personnelle par rapport aux faits et ce qui se passe et mon expérience aussi, parce que ça fait quand même depuis 2020 que je suis dans la crypto-monnaie. C'est que là, à mon avis, sur le court terme, donc on ne peut pas savoir. Sur le court terme, personne ne peut, vous dire, même que ce soit au niveau technique, soit au niveau, psychologique, philosophique, tout ce que vous voulez, où va aller le bitcoin. Donc sachez qu'il peut aller jusqu'à 50 000 $, 40 000 $, ça ne m'étonnerait pas, mais il peut aussi aller à 200 000 $, en quelques semaines. Donc ça, c'est aussi à prendre en compte. Par contre, sur le moyen long terme, donc si vous êtes capable de tenir sur plusieurs mois, plusieurs années, ah, je suis convaincu personnellement à travers les faits et puis, je suis pas le seul, hein, à être convaincu, il suffit de voir les milliardaires, millionnaires, si vous demandez leurs avis sur le bitcoin, ils vous diront tous que il faut mettre, une partie de son portefeuille là-dedans pour justement au moins échapper à l'inflation. Enfin, aussi simple que ça. Bon, donc outre le fait de gagner de l'argent en gros, c'est déjà protéger son patrimoine, le débancariser en fait, en quelque sorte, pour échapper peut-être ou diversifier son portefeuille par rapport à toute votre classe d'actifs ou par rapport à votre profil d'investissement. Voilà, donc le Bitcoin, pour moi, a un brillant avenir toujours encore plus, et chaque jour, on a des événements qui le prouvent et qui le démontrent, tout simplement avec des propos et des faits, comme le Luxembourg et également Morgan Stanley qui va mettre en place un ETF Bitcoin. Qui dit ETF Bitcoin Spot de Morgan Stanley dit d'autres. Parce que je rappelle que là, c'est une banque, donc c'est pas les mêmes clients que les gestionnaires d'actifs comme BlackRock, compagnie. C'est d'autres. Là, c'est ça qu'il faut vraiment comprendre avec le l'ETF Bitcoin Spot futur, donc qui va arriver tôt ou tard, de Morgan Stanley, c'est que là, on va avoir d'autres clients institutionnels qui vont se jeter sur le Bitcoin, aussi particuliers, parce que Morgan Stanley, c'est aussi des particuliers, on va avoir une démocratisation extrêmement forte au final de l'accès au Bitcoin à travers les banques désormais. Donc ça va aussi mettre en place une légitimité psychologique sur le Bitcoin, démocratique entre guillemets sur la masse, je suis désolé de dire comme ça, mais c'est un peu ça, parce que la masse, il faut vraiment qu'elle ait l'aval des autorités. Et aujourd'hui, les autorités financières, c'est les banques, faut dire ce qui est. Donc il y a ça, et bien sûr, par la suite, on aura les autres banques. Et oui, parce que si Morgan Stanley se met à créer son propre ETF bancaire, en gros, et sur le Bitcoin, bon, on peut très bien imaginer que toutes les autres banques vont, au moins pour avoir leur part du gâteau, on l'a vu avec Vanguard qui était vent debout contre le Bitcoin au niveau des ETF, et bien BlackRock a mis en place son ETF, a cassé tous les records au niveau des bénéfices sur l'ETF Bitcoin Spot. Un an après, Vanguard change d'avis et finalement se lance dans les ETF Bitcoin Spot. Voilà, c'est comme ça. De toute façon, on le sait, c'est la concurrence qui joue et c'est la recherche du gain, la cupidité, malheureusement, à ce niveau-là. Bon, donc plutôt très positif toujours. Donc là, c'est vrai, il faut vraiment tenir sur le court terme au niveau ces turbulences, je dirais, qu'on est en train de connaître sur le marché crypto, surtout même sur le Bitcoin. Allez, je continue. Donc maintenant, j'ai passé à VeChain, les amis. Donc là, je vais passer au projet. Et donc, VeChain, vous voyez, on a le bilan de l'année 2025 selon, en fait, la fondation VeChain et également, qui est très intéressant, le programme un petit peu. Alors, c'est pas une vraie feuille de route, c'est vraiment le sentiment et la volonté de l'équipe, la fondation VeChain sur l'année 2026. Donc, bien sûr, je vous ai fait la traduction, je me suis pas embêté, j'ai fait traduction ChatGPT, Claude. Alors Claude, j'avais plus de crédit, donc bon, je suis passé par ChatGPT et traduction français résumé. Basta. Si simple que ça. Vous mâchez le travail, moi également. Et donc là, vous voyez que numéro un de ce que veut dire VeChain, c'est qu'ils ont fait le bilan en fait de leur projet depuis 2015, et c'est vrai qu'ils le font à un moment où il y a une baisse de momentum sur le projet VeChain. Il faut dire ce qui est, et en plus moi j'ai les chiffres derrière, vous allez voir, et faut dire ce qui est, une baisse de momentum sur l'ensemble de l'écosystème de VeChain, mais en même temps, là aussi il faut dézoomer, il faut savoir qu'est-ce que c'est VeChain exactement. Et bien VeChain, c'est plus de 100 applications d'entreprises lancées depuis 2015, des centaines de millions de transactions pour les clients professionnels. En 2024-2025, ils ont lancé effectivement la plateforme WebBetterDAO, donc je ne vais pas rentrer là-dessus parce que en détail, parce que j'ai fait tellement de points là-dessus que voilà. Mais rapidement, on a plus de 50 applications qui sont actives, 50 millions de transactions grâce à cette application VBTR DAO.
et c'est la plus active du secteur. C'est ça qui est très intéressant, c'est que là, VeChain vraiment s'est imposé leader dans ce secteur du DAO. Et donc, bon, on a voilà, les applications phares comme BYB, Greencard, Mugshot qui attirent quand même plus de 3 millions d'utilisateurs réguliers. Bon, et cela, c'est ça le pire, c'est que les utilisateurs n'ont pas l'impression d'utiliser de la crypto. Ah, ils utilisent d'applications comme l'écologie, la santé, la mobilité, je pense notamment même à BYB ou Mugshot, mais derrière, on n'a pas vraiment l'impression, effectivement, de se lancer dans le monde de la crypto-monnaie. Et ça, c'est vrai que c'est le secret pour adopter au final, au niveau massif, l'économie, au niveau du RWA, notamment la tokenisation d'actifs. Donc, en 2025, ils ont mis en place bon, la mise à jour donc Galactica, donc avec 100% des VTHO brûlés à chaque transaction, enfin avec tout simplement un changement de la tokenomics du projet. Ensuite, donc VeChain dans la meilleure position économique de son histoire à l'aube d'une adoption accrue. En tout cas, c'est ce que veut mettre en place l'équipe de VeChain. Il y a une conformité également réglementaire et une adoption institutionnelle qui est en cours parce que effectivement VeChain fait partie des premiers projets conformes au niveau de la loi MiCA dans l'Union européenne avec des white papers validés quand même par des organisations et des institutions majeures. Des partenariats majeurs ont été faits en 2025 avec Franklin Templeton, BitGo, Keyrock, Walmart, Lululemon China, etc. Et surtout, on a les bombes. Ça, c'est pas bien du tout pour la liberté, hein, mais bon, VeChain joue un rôle clé dans les digital product passport en Europe, hein, puisqu'ils veulent tous nous verrouiller à la chinoise là-dedans. Bon, bref. Et ensuite, on a tout ce qui est une année dédiée au builder, à la communauté, effectivement. C'est vrai que j'en ai jamais parlé de cet aspect-là, mais c'est très intéressant, c'est qu'il y a tous les hackathons. Donc il y a eu plus de 100 hackathons, c'est-à-dire d'événements dédiés aux développeurs informatiques pour créer des dApps en direct et gagner des concours, cet aspect-là. Et donc c'est ce qui s'est passé avec la plateforme VBetterDAO d'ailleurs. Je rappelle, c'est que la majorité des applications sur la plateforme VBetterDAO sont issues d'événements hackathons où vous aviez des développeurs de toutes les nationalités possibles qui se rassemblaient pour créer en communauté des applications et un concours organisé par la fondation VeChain, également en partenariat avec l'université de Cambridge, souvenez-vous à l'époque. Ça, j'en avais parlé quand même. Et donc là, on parle de 450, en plus de 450 développeurs quand même qui ont été formés. Le lancement de la VeChain Builders Academy, ça je savais même pas, vous voyez, je viens de découvrir. Il y a eu 14,4 millions d'adresses voilà, on-chain, directement avec les nouvelles adresses, nouveaux portefeuilles, et plus de 924 000 smart contracts. Donc je vous rappelle que VeChain, c'est vraiment un des projets dans le RWA également, même général, hein, au niveau de la crypto-monnaie, la blockchain, qui a une activité de développement parmi les plus fortes au monde. Je rappelle, dans le top 10 des projets avec la plus grosse activité smart contract, développement de codage, etc. Bon, désolé pour les termes, s'il y a des codeurs qui me regardent et qui disent qu'est-ce qu'il raconte celui-là, bon, pas expert en codage, donc j'ai peut-être au niveau vocabulaire n'importe quoi. Bon, mais après, sur le reste, voilà, ça c'est bien. Une technologie au service de missions réelles. Donc, VeChain affiche 100% d'uptime. Donc, c'est-à-dire, il n'y a jamais eu de panne sur VeChain. Contrairement à Solana, par exemple. Voilà, ça, c'est l'avantage de VeChain, c'est que vraiment, ils sont, euh, ils sont très bons là-dessus. Galactica, voilà, permet de. Donc, toutes les améliorations de Galactica qui ont été mises en place. Et puis, surtout, il y a les projets Stargate et Hayabusa qui ont été mis en place également, avec une meilleure décentralisation. Donc, ça se voit pas trop pour nous, les utilisateurs, mais en fondamental derrière l'utilisation de VeChain, c'est très intéressant là-dessus. Et donc, là où c'est le plus important, c'est bien sûr 2026. Qu'est-ce qui va se passer en 2026? Eh bien, les priorités de la Fondation VeChain pour 2026, c'est tout simplement la mise à jour, donc la dernière partie, je rappelle, de la feuille de route mise en place par la Fondation VeChain depuis début 2025, qui était annoncée. Eh bien là, c'est la mise à jour interstellar donc, j'imagine clin d'œil au film Interstellar, hein, donc là, on pourrait en parler pendant des heures. J'aime bien ce film d'ailleurs, il est vraiment sympa. Mais du coup, ouverture cross-chain vers tout le Web3. Voilà, donc là, on va vraiment avoir VeChain qui va pousser sur sur l'interopérabilité tout simplement au niveau des blockchains. Ensuite, on a l'extension de la conformité réglementaire.
Donc, il y aura également tout l'aspect de onboarding non crypto sur l'écosystème de VeChain. Il y aura l'arrivée des agents IA, donc autonomes, pour rendre la blockchain indispensable mais invisible. Et donc là, on parle bien sûr de la plateforme VBetter DAO, hein, et des applications. Et il y aura des nouveaux partenariats et projets annoncés dès le premier trimestre 2026. Alors là, j'en attends, moi, gros, de VeChain, c'est que, voilà, est-ce qu'ils vont comprendre, c'est là où on va voir, hein, ce qu'ils ont compris et qu'ils vont comprendre, il faut vraiment qu'ils se bougent sur les partenariats supply chain industriel entreprise, parce que c'est vraiment la force première de VeChain, c'est ça. Donc, est-ce qu'ils vont revenir à leur essence première? J'espère en tout cas, parce que c'est là où on peut avoir un basculement de tendance fondamental sur VeChain par rapport à la hype et tout qu'on avait connu, souvenez-vous, en 2020-2021, quand il y avait eu vraiment les partenariats de poids lourds avec Salesforce, BMW et tout qui avait été annoncé, vraiment c'était un truc de fou. C'était le bull run de folie pour VeChain. On était monté à 20 centimes le dollar, etc. Donc je pense que s'ils arrivent à mettre ça en place, là, pour 2026, avec des gros partenariats sympas et avec tout l'écosystème qu'ils ont produit, on peut vraiment avoir un redécollage de la fusée VeChain parce que je crois vraiment que VeChain, c'est la fusée et qu'il manque actuellement que le moteur ou l'essence dans le moteur pour vraiment aller à la Lune, hein, clairement. Parce que tous les éléments sont là quand même, les fondamentaux sont là, l'équipe, on voit, c'est une machine de guerre. Parce que ce qu'ils ont fait avec, je crois qu'il n'y a jamais eu de retard sur VeChain conséquent sur leur projet. À chaque fois qu'ils ont mis en place quelque chose, ils sont allés jusqu'au bout. Donc vraiment, c'est propre. Donc le message clé, c'est là où c'est intéressant. Maintenant, on a le point de vue du PDG. Enfin, c'est pas vraiment un PDG parce que c'est une fondation VeChain, mais en tout cas le fondateur de la fondation, c'est Sunny Lu, hein, je rappelle, CEO. Et donc, le message clé qu'il passe, c'est là où c'est intéressant, c'est que les projets sans utilisateurs disparaissent, les narratifs sans adoption s'effondrent, la liquidité sans utilité s'assèche. Et donc, VeChain est toujours là parce qu'il construit quelque chose de réel, utile et durable depuis 2015. Donc, c'est là où c'est intéressant, on voit qu'en fait, le message qui est passé, c'est que les projets qui résistent aujourd'hui sont les projets qui sont réellement utiles, tout simplement. Voilà. Donc, la crypto ne gagne pas en étant la destination, mais en étant les rails. Ça, c'est les propos de Sunny Lu, le fondateur de la fondation VeChain. Voilà. Donc, 2025 fut l'année du combat pour l'utilité, et je pense que 2025, c'est vraiment ça, c'est un combat, mais pas que pour les projets crypto, ça va être un combat pour tout le monde. Et je pense que vous pouvez me rejoindre là-dessus, sans trop m'avancer, hein. Quand on voit l'année 2025, c'était vraiment la folie. Et 2026, très intéressant, sera celle de l'adoption grand public et je pense également de l'adoption du RWA. Je ne serais pas étonné en tout cas qu'on en soit à ce niveau-là parce que 2025, on voit qu'on a vraiment mis en place, on va voir aussi sur Ondo Finance, Chainlink, ça a été l'annonce de partenariats de folie dans tous les sens. 2027, ça va être la construction et ce maillage, renforcement de ces partenariats avec des utilités à la clé derrière. Et en plus, bah, l'accès à tout ça au grand public. En tout cas, l'information qui est rendue publique justement à la masse, au mainstream, au final. Voilà, donc écoutez, pour VeChain, on en est là sur le début d'année 2026. Je vous passe maintenant les VeChain statistiques avec notamment eh bien, le nombre de nouvelles adresses, hein, qu'on crée. Donc là, on a 14 470 000 nouvelles adresses. Donc on voit qu'on a un momentum là de 8 100 nouvelles adresses par jour. Bon, donc c'est pas trop mal, ça repart à la hausse, hein, ça repart à la hausse malgré tout. Au niveau du nombre de holders, on est toujours calé autour des bloqués, hein, autour des 1 600 000 portefeuilles, enfin holders sur VeChain. Donc vraiment, ça cale à ce niveau-là. Et au niveau de la TVL, par contre, on repart à la baisse. Regardez sur la Total Value Locked, que ce soit en VeChain, vous voyez, en nombre de VeChain, mais surtout en dollars. Alors en dollars, vous voyez, c'est un massacre. On est en train de repartir vers le bas. Donc, on voit bien qu'il y a un momentum quand même technique où aujourd'hui les investisseurs, eh bien, délaissent un peu le projet ou sont lassés. Je dirais qu'il y a une lassitude. Il y a un manque de hype sur ce projet parce qu'il y a, je pense, aussi plein d'autres projets, notamment dans le RWA, qui attirent beaucoup plus les regards. Je pense qu'il y a cet aspect-là, mais aussi parce que les gens sont un peu dégoûtés à la fois des prix, je pense, hein, je pense,
et aussi que, bah, même une tendance générale, c'est-à-dire que toutes les TVL, vous allez voir, c'est un massacre. À part le Bitcoin en train de repartir à la hausse là actuellement, qui est bon signe, hein, d'ailleurs, vous avez vu. Mais globalement, les TVL se portent pas très très bien là en ce moment sur le marché crypto, à part quelques exceptions, notamment comme Ongo Finance, mais eux, c'est des extraterrestres, vraiment, c'est des ovnis, on le sait. Bon, voilà pour VeChain, les amis. Alors, moi, ce que je vous en dis, pour faire le résumé, hein, pareil pour VeChain dans ce début d'année 2026, c'est que vous avez compris, j'ai déjà dit au final, c'est que c'est des énormes fondamentaux VeChain. Ils ont en plus une niche, sont les seuls à le faire, notamment avec la plateforme VBTR DAO. Maintenant, il faut vraiment qu'ils se reconcentrent et on va voir, je vais surveiller tout ça. Je vous ferai le point, bien sûr, bien évidemment, comme toutes les semaines, sur le projet pour voir s'ils embrayent le virage et qu'ils repassent sur les partenariats stratégiques institutionnels. Voilà. Donc, je pense que c'est là où on peut attendre VeChain aujourd'hui, mais en tout cas, ils ont quand même mis des choses en avant et des fondamentaux très solides, que ce soit en termes de nombre d'actifs, de nombre de nouveaux portefeuilles, de partenariats quand même marketing avec l'UFC, enfin, et également déjà en place avec des partenariats industriels déjà en cours, notamment avec Skyrock, enfin, et plein d'autres. Bon, allez, je continue, donc je suis plutôt confiant là-dessus. Alors oui, effectivement, là où c'est très intéressant, c'est aussi les dépenses. Alors, j'ai une personne qui m'a demandé, et je remercie en commentaire, si je pouvais trouver les revenus de chaque projet. Bon, je ne suis pas arrivé, hein, je dois avouer. Je peux pas arriver à trouver les revenus, tout simplement pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas, c'est pas des entreprises classiques. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les projets crypto comme ça n'appartiennent pas, excepté Ripple, donc qui est considéré comme une entreprise à part entière, donc qui peut même être cotée en bourse, etc. Donc ça, c'est un autre sujet, mais voilà. Tous les autres projets, VeChain, Chainlink, Ondo Finance, même Plume, tout ça, ou d'autres projets hein, que vous connaissez notamment dans le top 100 des cryptos, c'est majoritairement des entreprises, enfin pas des entreprises justement, mais des projets blockchain technologiques. Donc, ils n'appartiennent pas avec quelque chose de traditionnel, donc par exemple avec un bilan annuel. Bon, en fait, ils ont une trésorerie, notamment VeChain, eh bien, c'est une fondation, vous voyez, c'est même pas une entreprise, ah, c'est autre chose. Donc, ils ont juste une trésorerie qu'ils annoncent avec leur nombre de VeChain, nombre de Bitcoin qu'ils ont dans leur trésorerie, se chiffre en centaines de millions de dollars. Et derrière, ils publient tout ça et basta. Vous voyez? Donc, notamment, on le voit, par exemple, sur là, j'ai un tweet de Friend Dow Jones, qui en fait fait partie, je crois, de tout ce qui est l'écosystème de VeChain, donc un affiliate, c'est-à-dire en gros, soit un influenceur dans l'écosystème de VeChain, soit un lead communicatif, c'est-à-dire dans la communication de VeChain, qui là fait le point justement sur les dépenses, date au 3 novembre 2025, vous voyez, je l'ai même pas vu, et donc, il disait qu'il y avait 1,12 million de dollars de dépenses sur, globalement entre 2018 et 2021. Bon. Et là, il se fait référence tout simplement au rapport financier de VeChain. Alors après, moi, ce que je note quand même, c'est qu'on n'a pas accès à la trésorerie de VeChain, là, sur les derniers trimestres 2025. Voilà. C'est-à-dire que, souvenez-vous, j'avais fait des vidéos où effectivement, bon, j'avais oublié, hein, mais j'avais fait le point sur les revenus de VeChain, la trésorerie de VeChain qui a été annoncée jusqu'au deuxième trimestre 2025. Mais là, au troisième trimestre et quatrième trimestre 2025, je n'ai pas eu je n'ai absolument pas mis la main et pas pu mettre la main sur les rapports financiers de trésorerie de VeChain. Donc ça, c'est pas bon signe quand même. Voilà, c'est un truc, je me suis fait la réflexion, je voulais vous le partager. Donc merci pour la question des revenus parce que j'ai complètement zappé. C'est très important parce que c'est le nerf de la guerre, hein, l'argent de toute façon, sur une entreprise ou une fondation ou quel que ce soit, même si c'est une trésorerie, c'est le nerf de la guerre. Et là, j'ai pas mis la main sur le trésorerie, donc ça veut dire qu'ils l'ont pas publié. Ils ont caché leur rapport financier du troisième et quatrième trimestre 2025. Ça, c'est pas bon. Donc j'espère que 2026, ils vont se rattraper, ils vont nous balancer un rapport, une trésorerie ou enfin peu importe, mais en tout cas une transparence, mais qu'ils ne le disent pas comme ça, c'est qu'il y a quelque chose à cacher derrière. Donc est-ce que c'est les dépenses justement? Et en plus derrière, vous voyez, j'ai vu ce tweet de Friend Dow Jones, comme par hasard, au 3 novembre 2025, qui en gros défend les dépenses de la fondation VeChain. Donc je pense qu'il y a un soupçon de bordel au niveau
des dépenses. Bien sûr, bon, hein, on peut pas en avoir le cœur net tant qu'on n'a pas les vrais chiffres partagés par la Fondation Vetchen. Mais grosso modo, il y a un sujet quand même intéressant à creuser là-dessus. Donc, je vous pose la question et je vous demande, hein, si vous avez, vous de votre côté, les rapports financiers ou la trésorerie de Vetchen sur les troisième et quatrième trimestres. Moi, je suis vraiment preneur pour analyser tout ça en détail, à la loupe. Voilà. Donc, bon, après, là, c'est que du spéculatif. De toute façon, c'est des gens qui ne font pas partie de Fondation Vetchen, mais c'est juste pour vous dire qu'il y a un vrai sujet et ça trotte d'ailleurs même sur les investisseurs de Vetchen se posent la question. Bon, donc sinon, à part ça, vraiment, le projet est très solide et continue d'avancer. Maintenant, je passe à RWA, enfin au RWA et notamment à Hondo Finance avec la tokenisation d'actifs. Et donc, Hondo Finance, bah, eux, c'est vraiment les leaders du marché qui sont en train de tout balayer sur leur passage, puisque vous voyez, la Hondo Global Markets donc, a surpassé les 400 millions de dollars de TVL avec plus de 6,3 milliards de dollars en fait de trade on-chain. Donc c'est vraiment une très très grosse année 2025 qui a eu lieu hein, pour Hondo Finance. Et puis donc 2026, bah, ils continuent puisqu'ils prévoient de faire vraiment une échelle de tokenisation sur l'année à une échelle massive. Voilà. Et ça m'étonne pas puisque je vous rappelle que là, dans un mois, enfin en 3 semaines pour être précis, début février, il y a ce qu'on appelle le Hondo Global Summit. Donc c'est le sommet de Hondo qui va réunir absolument tous les gros pontes de la finance traditionnelle à ce sommet-là pour parler justement RWA et tout. Donc là, ça va être le deuxième, je crois, événement organisé par Hondo Finance dans ce cadre-là. Mais sachez que l'année dernière, bon, Hondo Finance sortait toujours, il n'y avait même pas la Hondo Global Markets l'année dernière en début d'année. Donc là, quand on va voir toute la finance traditionnelle qui se rassemble, donc là vous avez tout le gratin mondial, hein, clairement, faut avouer, qui sera à l'événement organisé par Hondo Finance pour discuter du RWA. Donc autant vous dire que 2026, je pense, ça va être faux cacao parce que ça va envoyer du pâté au niveau des capitaux investis sur le RWA, clairement. Bon, je continue, toujours avec Hondo Finance, hein. Bon, c'est parti. Alors là, c'est intéressant parce que vous voyez, je vous montre l'impact des prix, par exemple, sur 1 milliard de dollars de trade sur les actifs tokenisés de Tesla, notamment. Donc, ce qui est intéressant, c'est notamment le slippage, comme on appelle ça, annoncé par Hondo Finance. C'est-à-dire que la majorité des plateformes classiques de la finance traditionnelle qui vous permettent en fait d'acheter des actions de Tesla euh, tokenisées ou non tokenisées, hein, peu importe, eh bien, elles ont un slippage de moins 58%. C'est-à-dire que vous payez des frais extrêmement cher juste pour avoir accès au trade au final. C'est-à-dire pour pouvoir acheter vos actions Tesla, vous payez des frais quand même extrêmement conséquents. Avec Hondo Finance, vous voyez, c'est ridicule. Voilà l'impact au final et l'utilité réelle de Hondo Finance et surtout de la tokenisation des actifs boursiers. C'est que ça permet justement de réduire les frais de commission ou les frais de trading, mais à un niveau jamais vu au final dans la finance traditionnelle. Voilà pourquoi c'est un marché, le RWA, qui est extrêmement juteux, pas que pour les utilisateurs particuliers, les traders professionnels ou les traders classiques particuliers, enfin, comme vous et moi, mais c'est même au niveau institutionnel, les traders professionnels, mais surtout les grandes entreprises, les banques, etc., qui font ça toute la journée et toutes les secondes, ils font ça, avec en plus des robots, des arbitrages spécifiques. C'est des milliards, des centaines de milliards qui sont économisés juste là-dessus, quoi. Voilà. C'est pour ça qu'ils sont tous à fond, là, au Undo Global Summit de février, et la thune à la clé. Ah, faut pas rêver. C'est juste pognon hein, qui les intéresse, c'est clair. Bon, donc voilà. Et donc là, c'est aussi, vous voyez, c'est clairement, je souligne cet aspect-là avec carrément les déclarations, vous voyez, de Dan Morehead de Pantera Capital. Hein. Donc, alors, je crois que c'est le PDG, effectivement, de Pantera Capital. Oui, voilà, c'est le fondateur et le PDG, carrément. Eh bien, il a déclaré que la tokenisation, en fait, est inévitable. C'est un concept qui est devenu inévitable par qui, justement, il débloque tout ce qui est la liquidité globale à un niveau donc institutionnel, donc plus rapidement et surtout avec un accès beaucoup plus facile que la finance traditionnelle. Voilà. Et ça, c'est le PDG de Pantera Capital quand même qui le déclare. Voilà. Et il sera bien sûr présent au Hondo Summit dans moins de 30 jours.
Voilà. Donc, pour vous dire, on en est au niveau des poids lourds de la finance qui sont à fond, clairement, sur Ondo. Et vous voyez que là, Ondo Finance, c'est vraiment l'OVNI, et je pense qu'ils vont bientôt dépasser les 2 milliards de dollars de TVL, hein, c'est qu'une question de temps, mais ça ne fait que grimper. Regardez-moi cette TVL de malade. Ah, vraiment, c'est le seul projet, je pense, où j'ai vu où il n'y a pas de respiration de marché. Vous avez vu le Bitcoin, bon, bah, ça, la TVL, elle fluctue presque en fonction du prix du Bitcoin, clairement. Là, la TVL de Hondo Finance, c'est carrément l'inverse par rapport à la courbe des prix. Bon, ça fait c'est encore un autre sujet, mais bon. Alors par contre, c'est important, je vous rappelle qu'il va y avoir un unlock, c'est-à-dire un déblocage des prix du token, enfin du nombre de tokens Ondo. Donc on devrait s'attendre, hein, je rappelle, peut-être, je dis bien peut-être, parce que dans la crypto, on ne sait pas, on ne peut pas dire sur le court terme où ça va aller, mais logiquement, quand il va y avoir un déblocage de très nombreux jetons Hondo, on doit avoir une baisse du prix du Hondo là dans les semaines qui viennent. C'est prévu pour début 2026, ce déblocage. Voilà, donc je ne serais pas étonné, même qu'on ait une baisse de la TVL à cause de ça, et surtout une baisse du prix, forcément, parce que les prix sont liés à l'offre et la demande, et donc là, on va être inondé de tokens Hondo sur le marché. Voilà. Bon, je vous dis ça, mais autant, va rien se passer. Bon, sur le court terme, on ne peut pas savoir. C'est juste logiquement, mathématiquement, bah, plus vous avez d'offres sur le marché et voilà, donc clairement. Allez, je continue. Cette fois, je passe à Chainlink. Alors là, c'est très intéressant parce que Chainlink vient d'annoncer un nouveau partenariat, mais cette fois avec Aetir. Donc Aetir, je rappelle, alors j'ai pas le temps de faire le point. Je ferai le point, je pense, semaine prochaine sur l'IA qui essaye de tout faire en même temps par narratif. Mais là, sachez que ça y est, Aetir vient d'utiliser Chainlink et de mettre en place un partenariat avec Chainlink pour utiliser le CCIP, donc la technologie de Chainlink, pour sécuriser en fait un standard d'interopérabilité. Donc Aetir Cloud, là aussi c'est très intéressant parce que ils utilisent aussi également les réseaux Ethereum et Ronin Network pour, pour sécuriser tout simplement leurs transactions et leur écosystème. Donc, on y est. C'est-à-dire que là, on est en train de voir un maillage, et c'était 2025, c'était vraiment ça. Alors là, c'est 2026, mais bon, allez, au début 2026, on voit qu'on a un ensemble de partenariats qui sont en train de se mettre en place, même au sein de la DeFi et des écosystèmes crypto, pour justement aller dans une seule direction, quoi. RWA, tokenisation d'actifs, en lien en plus avec l'intelligence artificielle, puisque Aethir, je rappelle, c'est l'intelligence artificielle. Donc je continue avec Chainlink et regardez-moi ça. Alors ça, c'est très très important, les amis. Je rappelle que le marché immobilier, c'est un marché de 390 trillions de dollars. Donc c'est le plus gros marché, bien évidemment, mondial. Enfin, un des plus gros marchés, parce qu'il y a les dérivés également, qui sont quand même bien plus importants. Mais voilà, l'immobilier, c'est le marché vraiment par excellence et regardez comment Chainlink voit justement l'avenir. Avec l'idée d'une maison sous forme de NFT, vous voyez qu'ils appellent le DNFT metadata, avec l'adresse, donc blockchain également, mais l'adresse, on peut imaginer même postale, pourquoi pas, et surtout donc l'historique de maintenant. Donc l'historique de maintenant, vous avez compris, c'est les travaux. Donc en fait, là, vous avez tout simplement l'image de votre maison. Imaginez que vous mettez en vente via Chainlink. Enfin, je dis Chainlink, mais c'est plutôt l'oracle Chainlink qui assure les données NFT de la transaction, etc. Mais en tout cas, vous mettez la maison en NFT sur la blockchain, donc on imagine Ethereum, pourquoi pas par exemple. Ensuite, vous avez un acheteur, et bien la personne qui achète et qui regarde votre NFT, elle a absolument toutes les informations en lien avec votre maison. Et donc, elle aura peut-être même le dépôt énergétique à la con là, de l'Union européenne qu'ils ont mis en place là récemment. Il y aura les travaux qui ont été mis en place, donc notamment les nouvelles portes, enfin, etc. Il y aura les prix également passés où on a eu des ventes, etc. Donc, vous imaginez le délire là, parce que pour accéder à ces informations-là, aujourd'hui, jamais de la vie, vous avez l'historique des prix en agence sur les maisons, ou alors il faut creuser, il faut demander, il faut de l'énergie, etc. Là, en une image sur la blockchain, vous avez absolument toutes les informations. Voilà l'intérêt de la tokenisation d'actifs sur l'immobilier. Et maintenant, si vous déployez tout ça sur absolument tous les objets, donc imaginez même demain, une plateforme, là j'ai une bonne idée là, c'est un entrepreneur blockchain qui est chaud, vous créez un Vinted blockchain avec des objets d'occasion
que vous vendez sur le marché comme ça, tokenisé derrière, eh bien, vous avez la transparence absolue et donc tous les fraudeurs là, parce que sur Vinted, je sais pas si tu as été confronté à ça, mais il y a des voleurs, il y a des fraudeurs, il y a des faux machins, enfin, c'est le bordel des fois. Voilà, vous mettez ça en place et vous avez la preuve que votre objet existe réellement. Mais à condition, bien sûr, qu'il y ait tout un système commercial qui soit déjà en adéquation avec la tokenisation des actifs. Et là, ça rappelle VeChain. Voilà. Donc, on est early en fait. On est early sur beaucoup de choses, mais on voit que c'est l'avenir. Et là d'ailleurs, on part jusqu'à 2037 là pour Chainlink sur la maison, mais je pense que ça c'est quelque chose qui ne sera pas au rendez-vous avant 2030. Vous voyez, parce que le temps de mettre en place tout ça, et puis il y a tout le système aussi de notaires, avocats à changer, administratifs, parce que tous ces gens-là, on n'aura plus besoin. Ils sont bien gentils, mais on n'aura plus besoin, parce que vous voyez, vous avez compris que là, l'intérêt d'un notaire, des avocats, c'est d'assurer l'intermédiaire d'une transaction classique. Mais là, avec la blockchain, vous n'avez plus besoin d'intermédiaire. C'est le principe même du Bitcoin au niveau de l'échange monétaire. C'est que vous n'avez plus besoin de banque, voilà, pour assurer la transaction. Donc là, ce sera la même chose pour les objets, notamment la maison ici. Voilà pourquoi il faut vraiment, je pense, dézoomer et voir plus loin que le bout de son nez, de sortir la tête des prix uniquement aujourd'hui, hein. Les amis, je suis désolé de dire ça comme ça, mais quand je vois les réactions, des fois ça me fait rêver où on oublie tout simplement les fondamentaux. On dit juste, je vois des commentaires: «Oh, le prix il bouge pas, c'est de la daube». Putain, OK, mais les fondamentaux d'un projet, c'est pas les prix. Les prix, ça peut être manipulé, enfin, plein de choses qui se passent sur les prix. Voilà, ce qu'il faut regarder pour vraiment investir dans un projet, c'est les fondamentaux et qu'est-ce qui va amener sur le long terme. Il suffit de voir les projets comme Apple, Tesla et même, Netflix ou tous les gros, Google ou ce que vous voulez, ça c'est pas monté, en market cap aussi haut en 3 ans. Ça a pris 10, 15 ans, forcément. Donc là, on est sur peut-être un même ordre de grandeur, mais je pense que ce sera beaucoup plus rapide parce que le besoin est vraiment beaucoup trop important et surtout la cupidité des grosses banques et cetera qui, vont être confrontées à ça et qu'on leur a mis ça sous le nez, avec l'utilité réelle et les gains à la clé est beaucoup trop alléchante. Voilà, Chainlink, voilà ce que c'est. Donc, je continue. Et donc là, vous voyez, je parlais de la maison, mais je repasse maintenant au marché de l'or. Donc là, dans tout un article que je vous mettrai en source, comme ça vous pourrez le lire, le traduire. Donc c'est comment Chainlink autorise en fait la haute intégrité du marché de l'or tokenisé. Voilà, donc ils expliquent à travers leur article vraiment comment ça fonctionne, la tokenisation de l'or. Bon, où ça enfin des exemples, bon, j'ai pas rentré là-dessus parce que j'ai déjà expliqué ça il y a 2 semaines. Bon, notamment avec l'exemple de l'or de Fort Knox et cetera et puis vous avez compris le principe de toute façon. Notamment, c'est le même principe que pour la maison, mais là, c'est pour l'or et à un niveau institutionnel avec des garanties bien plus fortes encore. Mmh. Donc, on est vraiment sur des projets quand je vois Chainlink, pour moi, c'est un des meilleurs projets qui est le plus avancé dans le RWA en termes de partenariat et d'utilité réelle. Par contre, il faut savoir pour Chainlink, c'est que effectivement, je vous ai jamais montré la TVL. On m'a posé la question pourquoi il n'y a pas de TVL sur Chainlink, mais c'est normal parce qu'en fait, il n'y a pas réellement de TVL sur Chainlink parce qu'il n'y a pas de valeur bloquée sur l'écosystème, puisque Chainlink n'est pas comme Ondo, c'est pas réellement une infrastructure d'échange d'informations, par exemple. Chainlink, son rôle, c'est de sécuriser les données. Rien à voir. Donc ça veut dire que ça n'a pas vraiment passé par Chainlink, c'est que c'est très indirect. Donc Chainlink va sécuriser les données dans un écosystème précis, et donc c'est dans cet écosystème précis sécurisé par Chainlink en termes de data que vous allez avoir la TVL. Donc c'est pas la TVL vraiment de Chainlink finalement, c'est ce qu'on appelle la TVS, c'est pour ça qu'on appelle ça la Total Value Secured, justement. Et donc là, on parle de 100 milliards de dollars quand même minimum, enfin oui, de même 100 trillions presque, de données sécurisées à travers Chainlink quand on fait tout le maillage dans lequel intervient Chainlink. C'est énorme. Et donc Chainlink, ça va vraiment grossir parce que à travers bien sûr ces services, ils gagnent de l'argent.
Et donc, le calcul est simple. Imaginons que le RWA monte à 10 trillions de dollars. Un jour, le marché du RWA global, eh bien, imaginons que Chainlink capte 30% des data et qu'il les sécurise au niveau de la TVS 30% de tout cet aspect-là, eh bien, ça veut dire qu'on a sur un marché de 3000 milliards de dollars de data sécurisée par Chainlink. Et donc, si en plus vous mettez à 0,05% de commission, enfin, il suffit de faire le calcul, eh bien, on est sur un chiffre d'affaires annuel, grosso modo, de Chainlink d'à peu près 1,5 milliard de dollars. Voilà. C'est ça Chainlink aujourd'hui. Le potentiel, je veux dire même de revenus annuels, c'est 1,5 milliard de dollars juste en mettant en place leur infrastructure de data à travers le monde. Voilà. Et je parle d'un marché du RWA, 10 trillions de dollars. Bon, c'est beaucoup hein, aujourd'hui, mais vous voyez que c'est rien comparé quand on voit juste le marché de l'immobilier, c'est 390 trillions de dollars de perspective. Donc vous voyez que, et c'est que le marché de l'immobilier. Donc voilà. Bon, Chainlink, du coup, c'est vraiment comme on dit, la toile d'araignée, le cœur de la toile d'araignée sur le RWA en termes de data, puisqu'il concerne absolument tous les acteurs de la finance et de l'économie. On a tout ce qui est les NFT, vous l'avez vu avec notamment l'exemple de la maison, tout ce qui est l'aspect des jeux, puisque NFT, j'ai également tout ce qui est GameFi, donc les jeux, tout ce qui est la finance traditionnelle, la finance décentralisée, notamment parce que Chainlink, c'est aussi en partenariat avec d'autres projets crypto, on l'a vu avec Aether Cloud, l'intelligence artificielle, clairement, tout ce qui est les infrastructures, donc parce qu'il y a des projets d'infrastructures qui utilisent directement Chainlink, forcément ils sont indispensables au niveau des datas, et également tout ce qui est le marché du RWA tokenisé. Voilà. Donc, Chainlink, c'est vraiment, je pense, le projet qui va toucher le plus de capitaux en termes de TVS. Au final, si vous avez bien compris ce que je vous dis, n'hésitez pas à me dire en commentaire si je vous explique plus en détail la TVS, Total Value Secured. Mais c'est vraiment le projet pour moi qui va toucher le plus gros pan de l'économie mondiale, puisqu'en fait, ils vont assurer tout simplement les datas d'absolument tout le monde. C'est bien parti en tout cas, puisqu'ils ont un lien avec la blockchain et c'est les seuls pour l'instant à avoir une aussi forte reconnaissance institutionnelle au niveau des oracles. Bon. Donc je continue, donc Chainlink, vraiment pour moi c'est cheval de bataille numéro un aujourd'hui dans le RWA si vous voulez avoir mon avis. Après je peux me tromper bien évidemment, c'est pas science infuse. Si bon, peut-être qu'un jour ils vont se faire balayer sur leur passage. Et d'ailleurs, bah écoutez, en parlant de ça, je vais parler de Plume. Et notamment, donc alors Plume là, ils ont fait un partenariat, ça y est, avec Gemstone sur bah, c'est tout un aspect de yield au niveau des grades institutionnels. Donc là, c'est un nouveau partenariat, ça y est, mis en place par Plume et le lancement de Gemstone directement. Donc très intéressant. Et c'est bien pour Plume, sauf que c'est là où c'est quand même, faut que je suis obligé de vous le dire, c'est quand même alarmant. C'est que là, on a une chute de la TVL de Plume, quand même très impressionnante. On est passé ouais, 9 milliards de Plume en termes de TVL à 1 milliard. Donc on a eu une division par 10 carrément de la TVL. Donc j'ai cherché un peu à creuser le sujet. En dollars, bon, bah, c'est un peu la même chose, un peu moins fort. On a 166 millions de dollars, on est passé quand même à 1 million de dollars. Bon, là, en termes de TVL, même si, je répète, la TVL, c'est un indicateur, moi, je trouve que c'est un bon indicateur de performance. Et là, la TVL, comme ça, qui chute à ce niveau-là, il y a quelque chose. Donc, il y a eu des retraits de capitaux massifs. Donc, on ne le voit pas sur Twitter, on le voit nulle part. C'est inquiétant quand même, je vous alerte, hein. Voilà, mon rôle, moi, c'est de vous alerter, de vous dire mon avis plus les métriques, les mathématiques, il n'y a que ça de vrai. Et donc, RWA.xyz, voilà, c'est ça qui est étonnant, c'est que même sur RWA.xyz, on ne voit pas cet effondrement. Donc, est-ce que c'est le DeFi Lama qui a buggé, ou ça peut arriver, hein, tout à fait, ou est-ce que c'est quelque chose où personne n'a alerté, rien? Je sais pas. Je sais pas, mais sur les métriques de RWA.xyz, pourtant on a le nombre de holders qui continue de monter. Tout comme le nombre de holders de stablecoins sur l'écosystème de Plume, de Plume Network. Donc là-dessus, ils sont encore très bons parce qu'ils ont largement à eux tout seuls, ils captent, c'est les leaders dans le nombre de holders de RWA. Mais par contre, c'est vrai que ça fait un moment qu'ils sont en baisse sur toutes les autres métriques.
Donc là, moi, je vous dis, faites attention quand même, les amis, parce que la TVL, là, quand même, qui baisse comme ça, si c'est vraiment pas un bug, hein, si c'est vraiment ça, ça veut dire qu'il y a une capitulation massive des investisseurs sur le projet. Donc là, ça vaut le coup pour vous, je pense, de réfléchir à ça. Voilà. Moi, je vous donne l'information, après, vous en faites ce que vous voulez, mais attention, moi, j'ai déjà pris des mesures en conséquence quand même pour ça. Après, le Global Market Overview, je continue, donc sur rwa.xyz, donc là, sur la Distributed Asset Value, bah là, on voit qu'on est en train de monter toujours, donc vous voyez, c'est un contraste quand même avec Plume, qui a des métriques qui baissent, alors que le marché global, quand même, a tendance à monter plus vite. Il monte pas beaucoup plus vite, mais un peu plus vite, parce que là, on voit que le total asset holder est à plus 7,44%, et Distributed Asset Value, quand même, est très bon, avec plus 6,12%. Alors après, je vous rassure, hein, pour Plume également, on a quand même l'infrastructure, les partenariats qui sont bons. Enfin, c'est juste court terme. Là, je veux dire, quand je reviens sur la TVL, parce que c'est vrai que là, j'ai l'impression d'être alarmiste, peut-être trop alarmiste, mais c'est juste que là, ça ne veut pas dire que le projet est en train de s'effondrer littéralement, que voilà, parce qu'il y a d'énormes fondamentaux sur Plume, avec, vous savez, toujours le nombre de holders, toujours les projets partenariats avec notamment WisdomTree, des fonds, des gestionnaires d'actifs, etc. Également le partenariat avec la SEC, puisque je rappelle que Plume, c'est un des rares, pourquoi même le seul, qui a obtenu une licence de, vous savez, d'agent de transfert de la SEC, gendarme boursier américain. Donc au niveau RWA, c'est quand même énorme. Bon, là, c'est juste, je pense, sur le court terme, il peut y avoir une capitulation des investisseurs qui se réfugient vers d'autres projets RWA. Voilà, tout simplement. Dans un contexte très morose, et puis aussi, il peut y avoir quelque chose, c'est que c'est de la liquidité qui a été mise quelque part sur Plume, que je rappelle que c'est un projet qui est sujet à la volatilité très fortement, parce que c'est très early, et donc le moindre changement de volatilité a un impact très fort sur l'écosystème. Forcément, parce que là, on est sur, à la base, on est sur du 200 millions de dollars de TVL, ce qui est très peu pour un projet quand on compare avec d'autres projets qui, notamment Hondo Finance, c'est 2 milliards de dollars de TVL quasiment. Vous voyez? Donc, le moins de mouvement sur l'écosystème, il suffit qu'il y ait une poule ou je sais pas, ou alors un gestionnaire d'actifs qui change de liquide, enfin bref, je n'ai pas les détails, mais du coup, ça peut avoir un impact direct, boum, et très soudain sur la TVL. Voilà. Donc là, c'est aussi un rappel sur ce genre de projet. Ça ne veut pas dire que là, ça va s'effondrer hein, directement, mais c'est un rappel que quand on a des projets early comme ça, eh bien, c'est plus risqué, effectivement, que la moyenne, tout simplement. Voilà. Et donc, c'est plus sujet à la volatilité, mais autant, dans une semaine, je vous refais le point, et puis la TVL, elle a doublé, quoi. Enfin, elle est repartie vers le haut, x2. Voilà. Donc ça à voir, c'est juste, moi je vous lance l'info et après vous voyez de votre côté ce que vous faites. Je continue, donc cette fois maintenant j'ai passé au XRP et à Ripple bien évidemment. Donc là j'ai G-Trezor. G-Trezor, je vous rappelle que c'est une des dernières acquisitions de l'entreprise hein, Ripple et qui a tout simplement elle aussi fait une acquisition. Donc, vous voyez c'est boule de neige, hein, c'est tout le monde achète tout le monde chez Ripple. Donc, à acquérir donc Solvexia, c'est tout simplement une entreprise qui est leader dans tout ce qui est l'automatisation dans le no-code financier. Donc, et en plus, c'est tout ce qui est l'aspect de alors, réconciliation, je sais pas ce que c'est, mais pour tout ce qui est l'aspect de reporting de régulation. Voilà. Donc l'objectif, c'est vraiment de simplifier apparemment les process donc d'audit ou même les process XY en lien avec la finance chez Ripple au final, parce que c'est G2E fait partie de Ripple désormais. Et donc on pourrait dire que ça va sans. Donc l'objectif de ce rachat, c'est de faire en sorte que les process, vous voyez, en interne ou même externe à voir, qui nécessitent vraiment des efforts de vérification, des audits qui durent plusieurs journées, soit 100 fois plus rapides avec 98% moins d'erreurs. Ah, donc là, il y a vraiment, c'est un objectif. Là, on est vraiment dans l'amélioration continue, clairement, dans l'entreprise Ripple. Voilà. Donc ça, c'est une acquisition sympa, je voulais souligner. Et puis aussi, on a surtout les ETF XRP. Donc je rappelle que la semaine dernière, nous étions autour des 1400 millions de dollars donc
capitaux sous gestion pour l'XRP ETF. Et là, on est à 1659 millions de dollars. Alors, ça a bien monté, mais par contre, faut savoir qu'entre-temps, moi j'ai surveillé quand même cette semaine, nous étions montés au-dessus des 1700, 1800 millions de dollars d'actifs sous gestion. Donc, on a eu quand même une baisse là ces derniers jours. On a eu des retraits de capitaux sur les ETF XRP là sur les 2 derniers jours, je dirais. Donc, bon, donc ça a été d'ailleurs les premières sorties, je pense, sur l'ETF XRP depuis très longtemps. Enfin, depuis même peut-être jamais, parce que l'ETF XRP a eu que des flux positifs quand même directement pendant un moment. Voilà, donc ça c'est pour XRP. Maintenant, je passe aux actualités crypto en plus général, puis après je ferai la conclusion, bien sûr, ce que je pense sur la crypto-monnaie et sur les projets en crypto que je vous ai dit, bien sûr. Mais je finis sur l'actualité crypto plus générale, puis après je ferai donnerai mon point de vue. Donc cryptost.fr, Tether dévoile un nouveau standard pour compter l'or tokenisé. Donc vous voyez que là, l'or tokenisé, ça vraiment ça. Donc Chainlink met en place des choses, carrément un article pour expliquer ce que c'est l'or tokenisé, comment eux, Chainlink, ils assurent les datas sur l'or tokenisé. Là, vous avez Tether qui se lance vraiment dans un nouveau standard sur l'or tokenisé. Et en plus, c'est pas n'importe quoi. C'est-à-dire que là, ils ont annoncé, ils appellent ça le Scudo, qui est vraiment à l'image du Satoshi sur le Bitcoin. Donc, pour être précis, c'est-à-dire que là, l'objectif, c'est de faire en sorte que, voilà, un scudo correspond à 1 millième de XAUT. Alors, XAUT, vous voyez, c'est le prix de l'once d'une once d'or. Une once d'or, c'est 31,1 grammes, je rappelle. Et donc, c'est vrai que le XAUT est basé sur l'unité troyenne de l'or. Donc, une once d'or. Voilà. Et donc là, avec la tokenisation de l'or, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, on a désormais la possibilité, on va avoir la possibilité d'acheter, comme le Bitcoin, du 0,0011 d'or au final, tokenisé. Donc on est en train de numériser à une échelle en plus institutionnelle la valeur refuge par excellence depuis 5000 ans et qui, en plus, c'était le désavantage, l'inconvénient majeur de l'or, c'est que c'est pas pratique du tout au niveau physique pour le stocker. Bon, bah, je parle même pas des cambriolages, des problèmes d'incendie, des pertes, tout simplement de pertes qui peut se passer. Donc l'or tokenisé, là, possède vraiment son avantage, cet aspect-là, mais après, bien évidemment, ça reste toujours numérique. Donc moi, je vous dis, si vous voulez investir dans l'or, le choix numéro un, c'est éviter les ETF, ça c'est sûr à 100%, mais surtout acheter toujours de l'or physique. Vous pouvez avoir peut-être un peu d'or tokenisé, c'est bien, mais ça ne vaudra jamais l'or tokenisé, l'or physique. Pourquoi? Parce que l'or physique, il est rare, il est tangible, et puis en cas de crise économique majeure, que ce soit numérique, que ce soit, je sais pas moi, un flash enfin une crash solaire là, je sais pas on appelle ça, mais vous avez compris ou un shutdown général, blackout. Bon et bien, vous aurez de l'or pour troquer, de la nourriture ou même de l'idéal c'est l'argent à ce niveau-là aussi, pour troquer. Bon. Mais par contre, si c'est sur un aspect de, tout va bien, effectivement l'or tokenisé, c'est pas mal. Si vous voulez par exemple, déplacer des quantités d'or certaines, que vous voyagez, par exemple, parce que je vous rappelle qu'au niveau de la douane, vous êtes limité à un certain montant d'or physique. Bon, voilà, je peux en dire plus, mais vous imaginez les avantages de l'or tokenisé sur cet aspect-là. Clairement. Allez, je continue. Cette fois, je suis sur cointribune.com. Le trilemme de la blockchain n'est plus un problème selon Vitalik Buterin, le fondateur d'Ethereum. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'énorme. On s'en rend pas compte. Mais Ethereum a vraiment tout pulvérisé à ce niveau-là. Parce que je rappelle que le euh, trilemme de la blockchain, qu'est-ce que c'est? C'est justement le triangle qui réunit décentralisation, sécurité et scalabilité. Et c'est vrai que jusqu'à ce jour, aucune blockchain au monde n'avait réussi à assembler ces trois caractéristiques de la blockchain. Et là, ben, Ethereum est en train, je pense même l'a fait, est arrivé à assembler les trois caractéristiques. C'est-à-dire que jusque-là, Ethereum était bon sur la décentralisation, également sur la sécurité, mais pas du tout sur la scalabilité. Et moi, je vous dis, j'en sais quelque chose. Quand vous deviez payer en 2020 une transaction à 200 dollars pour déplacer la même somme, bon, bah, vous avez compris qu'au final, ça ne servait même à rien de toucher à la blockchain Ethereum. Bon.
Mais là, avec les nouvelles mises à jour qui sont mises en place depuis des années, eh bien, on est en train d'assister vraiment à l'émergence d'Ethereum, donc la blockchain la plus utilisée au monde, hein, bien évidemment. Euh, Autant en plus, même pour le RWA, je pense que au niveau du RWA, là, c'est Ethereum qui est en train de recapter les capitaux au niveau du RWA, eh bien, on est en train de voir l'arrivée de tout simplement des blockchains parfaites, entre guillemets, hein, et qui assemblent les trois caractéristiques. Et donc ça, c'est nouveau parce que c'est le début, tout simplement, eh bien, de l'adoption de masse. Parce que là, on a l'outil parfait pour avoir l'interopérabilité au niveau mondial. Ça rappelle Internet au final. Voilà. Et donc, on a très bien vu l'histoire derrière d'Internet au niveau mondial. Ben, je pense que c'est ce qui va se passer pour la crypto-monnaie, la blockchain dans le sens général, mais également pour les projets comme Ethereum qui sont les dinosaures, mais qui ont évolué. Il a muté là, le dinosaure, hein. Clairement, hein. Là, s'est modernisé à fond. Bon, je continue. Cryptost.fr, le marché des actions tokenisées dépasse le milliard de dollars. Voilà. Donc certains parlent encore d'un secteur intimiste qui reste à confirmer, d'autres d'une tendance incontournable déjà largement implantée. C'est mon avis, clairement. Quoi qu'il en soit, le marché des actions tokenisées vient de franchir le cap symbolique du milliard de dollars d'actifs sous gestion. Voilà. Donc on voit que le marché du RWA ne fait que grimper. Et ça va continuer parce que trop utile. Je continue. Alors là, je passe au stablecoin. Notamment sur Actu Crypto Info, Solana, le Wyoming, lance son stablecoin d'État, Wall Street s'aligne. Donc on voit bien que se passe quelque chose quand même. Donc on a même les États qui commencent à aller sur la crypto-monnaie, le Wyoming, Wall Street également. Enfin, voilà, c'est fou quoi. Donaldducoin.com, la Russie et l'Iran utilisent de plus en plus les stablecoins pour contourner les sanctions. Donc là aussi, on voit que dans le RWA, je rappelle, vous avez également la partie utilisation des stablecoins. Les stablecoins sont en explosion nucléaire également en termes d'utilisation et de volume par rapport d'une année sur l'autre au fur et à mesure des ans. Voilà, donc ça c'est tout bon pour l'actualité crypto, les amis. Donc si je dois faire la conclusion là, ce début d'année 2026 et ma vision des choses, je pense que le RWA va vraiment exploser. Sur les projets là que j'ai cités en vidéo, je pense que c'est positif pour chacun des projets. Après, on a sur le court terme des périodes de volatilité et puis surtout une capitulation massive depuis octobre 2025, je rappelle. Donc notamment VeChain, je pense que eux, ils ont pris une claque en 2025 sur tout ce qui est une claque lente. Au final, ça n'a pas été brutal. Plume, il faut se méfier sur le court terme de la TVL, justement, mais autant c'est un faux indicateur, hein. Voilà, on verra, autant les prix vont continuer à monter et l'infrastructure va encore plus se développer, on va voir. Mais quand même, la TVL c'est significatif. Mais après, sur les fondamentaux, vous voyez bien que tous ces projets-là sont quand même en lien de près ou de loin avec le RWA. Et le RWA, vraiment, c'est, je pense, 2026, ça va être l'année, soit ça va être la continuité de 2025 en termes de lancement et de partenariat, de mise en place d'infrastructures RWA, soit ça va être l'année de l'adoption institutionnelle, mais massive, je dis vraiment massive, avec des trillions de dollars qui vont se déverser d'un coup dans le RWA, on ne va pas comprendre. Et là, forcément, bah, tous les projets qui seront touchés de près ou de loin sur le RWA vont exploser, bear market ou pas bear market. Forcément, parce que c'est de toute façon la liquidité qui fait le marché. Donc si vous avez la liquidité qui se déverse dans le marché du RWA, vous avez toutes les crypto-monnaies qui vont forcément bénéficier de cette liquidité. Voilà, bear market ou pas bear market. Bon. Et donc je vous ai fait l'exemple notamment de Chainlink. Chainlink, avec un 10 trillions de dollars d'un marché du RW. Alors je rappelle qu'on est aujourd'hui à 19 milliards, hein. Donc on est très très loin d'avoir un marché du RWA à 10 trillions de dollars. Mais vous avez compris que ça peut quand même aller très vite quand on voit l'utilité et l'intérêt institutionnel. Donc ça peut aller très vite. Et bon, ça va prendre quelques années quand même, je pense, avant d'en arriver là, mais c'est quand même très vite, quelques années dans ce marché-là, au niveau de l'évolution, et quand on voit l'évolution passer également.
Et donc 10 trillions de dollars, eh bien, ça ramènerait avec un marché de 30% pour Chainlink, 3 000 milliards de dollars en fait de TVS quelque part, de marché. Et donc avec 1,5 milliard de dollars, avec en fait les commissions de 0,05%, je crois, hein, 1,5 milliard de dollars de revenus pour Chainlink, et donc forcément ça va impacter le token Link, puisqu'il est directement en plus le token Link lié aux revenus de Chainlink. Voilà. Donc c'est pour ça que, pour moi, aujourd'hui, le cheval de bataille qui a vraiment le plus de potentiel aujourd'hui, c'est Chainlink dans le RWA. Après, vous avez bien évidemment Ondo Finance, clairement. Plume, voilà, c'est le petit canard, on va dire, mais lui, c'est le plus risqué, mais ça peut être le plus rentable si ça marche, forcément. C'est toujours pareil, hein, à vous de voir le levier gain-risque sur Plume, mais moi perso, je continue à y croire parce que l'infrastructure est présente. Voilà. Et après, vous avez également VeChain. Là, c'est la niche. Pour moi, VeChain, ça va être le combat long terme. Long terme parce que l'adoption, mais à l'arrivée, ils vont vraiment y arriver parce qu'ils sont trop utiles également, mais ils sont beaucoup trop early. Et l'exemple parfait, c'est la maison tokenisée. C'est-à-dire que VeChain, ils sont déjà en train d'être capables de tokeniser une maison, enfin, ou un objet, ou n'importe quoi. Notamment, on l'a vu avec les bouteilles de vin, qu'a mis en place Chainlink déjà en 2021, ils faisaient ça. Bon, mais le marché, il n'est pas du tout mature, même au niveau supermarché ou quoi, pour accueillir tout ça. Enfin, voilà, donc je pense que VeChain, ils sont beaucoup trop early sur leur temps par rapport à ça. Mais que le jour où ça va arriver, eux aussi, ils vont tout exploser sur leur passage au niveau des fondamentaux. Mais là, on passe sur plusieurs années, là, en fait, je pense, avant de voir vraiment les résultats concrets de VeChain là-dessus. Et voilà. Et après, il y a tout ce qui est aussi l'IA. Et puis, il y a XRP, bien sûr, parce que j'ai oublié XRP. XRP, par contre, pour moi, c'est... Alors, Ripple, c'est un des seuls projets crypto où vous avez vraiment une entreprise derrière, et donc avec un bilan annuel, un chiffre d'affaires, etc. Donc, je ferai le point précisément là-dessus. J'ai pas eu le temps là, la semaine prochaine sur Ripple, mais Ripple, pour moi, ça va être vraiment un des gros leaders du RWA, notamment dans les paiements transfrontaliers. Je serais pas étonné qu'on ait l'explosion nucléaire un jour de capitaux injectés à travers Ripple. Voilà. Donc vraiment, moi je suis ultra, ultra confiant sur la suite des choses. Je ne peux pas vous dire mieux quand même. Sur la suite des choses, moyen terme, long terme, sur la crypto-monnaie, généralement, enfin, surtout dans le RWA, vous avez compris, donc c'est Bitcoin, alors Ethereum également, parce que Ethereum est aussi dans le RWA. Et pourtant, je reviens de loin, Ethereum, je l'avais déjà dit, je n'étais pas un grand fan, hein. Voilà, donc pour vous dire, donc vraiment, tout en restant objectif, aujourd'hui, Ethereum, l'horizon se dégage très très positivement pour Ethereum. Et après, sur le reste, bah, tout ce qui est en RWA, vraiment, c'est au top. Puisque pour moi, c'est le narratif par excellence qui va exploser 2026, mais également par la suite. Voilà. Bon. Et Bitcoin également. Et sur le court terme, par contre, attention, je ne sais pas. Voilà, je vous dirais toujours sur le court terme, là, sur les 3-4 prochains mois, franchement, on peut tout avoir, un Bitcoin à moins 50%, ou alors à plus 50%, je ne sais pas. Donc, ayez toujours une vision moyen-long terme, voilà, si vous pouvez, parce que de toute façon, court terme, vous allez vraiment subir, et c'est là où vous subissez l'émotion au final et vous faites n'importe quoi derrière. Bon, allez, je continue, cette fois je passe à l'or. Donc l'or, lui, il continue de pulvériser le record. Ah, clairement, donc là c'est cette semaine, hein. Vous voyez, juste cette semaine, nous sommes désormais à 124 613 euros le kilogramme 24 carats. Et donc l'or a tout simplement pris 5 777 euros en une seule semaine. Regardez-moi cette performance de folie. Donc l'or, c'est là que je vous dis, on a intérêt vraiment à s'accrocher en 2026, parce que pour que l'or monte comme ça aussi fort et de façon aussi continue, parce que là je rappelle que c'est sur la semaine, mais si on prend les 3 dernières années, en 3 ans, l'or nous a fait un 122,14% de performance, c'est du jamais vu dans l'histoire de l'or de toute l'humanité, pour vous dire, en seulement 3 ans. Donc là, il se passe vraiment quelque chose au niveau géopolitique, politique, monétaire, et l'or est le symptôme, vraiment, c'est le symptôme par excellence qui prouve qu'il n'y a rien qui va. Donc c'est pour ça,
moi, je vous engage vraiment à vous pencher sur, votre profil d'investissement et à essayer de réfléchir à une diversification de portefeuille propre, avec bien sûr la débancarisation au milieu et surtout sortir un peu de l'euro, quoi. Parce que c'est l'euro qui est en train de se faire prendre une claque là, monumentale par rapport à l'or. Que là, le vrai problème de fond qu'on voit quand on voit l'or qui monte comme ça, que c'est pas l'or qui prend réellement de la valeur intrinsèquement, c'est l'euro qui est en train de s'effondrer. Bon. Donc, c'est pour ça, les solutions, c'est l'or, l'argent, hein, vous avez compris, le bitcoin, le RWA si vous pouvez être un peu exposé à autre chose que le bitcoin, pour moi en tout cas, c'est mon avis. Également le franc suisse, c'est-à-dire comme ça vous avez quand même une monnaie qui est indexée sur une banque centrale si voilà, ça peut vous rassurer. Et le franc suisse, c'est la monnaie par excellence, numéro un mondial en termes de solidité, avec la Suisse derrière. Bon, là je vous apprends rien, je pense. Et après, bon, quand même avoir quelques euros en banque pour payer ses factures. Ici quand même, il faut pas exagérer. Voilà, donc ça c'est grosso modo le portefeuille d'actifs qui peut être possible aujourd'hui pour protéger son épargne justement de la chute de l'euro. Et sinon, vous avez l'argent également. L'argent continue lui aussi hein, de monter. Alors, on a eu des plus grosses variations sur l'argent, comme vous pouvez le voir sur le graphique, parce que sur la semaine, alors, on a gagné quand même 215 euros, 72, mais on a eu un plus haut, vous voyez, ici, là, donc là précisément au 7 janvier, nous étions à 2282 euros. Donc l'argent, je rappelle, on a une pénurie en cours sur l'argent. On a un ratio entre l'or et l'argent qui a jamais été aussi haut. Et puis surtout, on a une pénurie qui va continuer d'avoir lieu sur le marché de l'argent, puisque c'est vraiment fondamental, cette pénurie. Elle est liée à un manque de production d'argent au niveau minier, par rapport à une demande qui est en constante augmentation. Donc, là, c'est pas compliqué mathématiquement, c'est pas supportable ces prix-là, ça va continuer de monter parce qu'il y a trop besoin, c'est industriel, donc l'argent est vraiment nécessaire. Donc l'argent, je pense aussi qu'on va avoir de beaux jours qu'il y a de beaux jours devant lui et surtout c'est marrant parce que de faire l'analogie entre, bon, l'or physique égale le bitcoin numérique, l'argent physique égale Ethereum numérique. Voilà. Et on constate quoi? On constate que l'argent est indispensable au niveau industriel. Ethereum est indispensable au niveau des smart contracts, des dApps, c'est-à-dire au niveau industriel dans l'échelle numérique de la blockchain, si on fait l'analogie. C'est vraiment étonnant de voir que la blockchain et la crypto-monnaie a été capable de transposer au final l'or et l'argent physique mais sans réellement le vouloir peut-être, je pense. En tout cas, Bitcoin si, parce que Satoshi Nakamoto voulait rendre le Bitcoin similaire à l'or physique au niveau numérique, mais Ethereum, je pense pas que c'était fait volontairement, quoi. Voilà. Bon, sur ce, les amis, ce sera tout moi pour aujourd'hui. J'espère que vous avez appris des choses en tout cas. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Voilà, moi je reste très positif hein, sur la suite des choses pour absolument tout parce que voilà, une fois que vous avez pris un peu de tout ça là, et bien finalement vous êtes plus serein parce que c'est vrai que d'être débancarisé, bon, ça fait plaisir au final, et puis on tremble pas parce que si l'État prend des taxes sur les épargnes parce que c'est la banqueroute, etc., bah, vous êtes moins concerné quand même là-dessus. Voilà. Bon, sur ce, bah, écoutez, je vous dis à bientôt pour la semaine prochaine pour une autre vidéo. Et puis sinon, je vous dis prenez soin de vous, faites un très bon week-end, je vous fais la bise.